Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je veux remercier les amis japonais qui me donnent l'occasion de participer, même si malheureusement je n'ai pas pu me rendre disponible. Et je vais très rapidement vous parler de mon expérience, à partir de mon expérience, de ce continent invisible des travailleurs du nucléaire, ceux qui font le travail et qui supportent les conséquences également invisibles d'un travail radioactif. Alors, je vais revenir en fait tout d'abord sur ce qu'on connaît, le peu qu'on ait vraiment regardé, que la santé publique ait vraiment regardé sur les atteintes graves des travailleurs du nucléaire dans le passé. Il faut remonter à 1945. Les travailleurs des sites nucléaires pendant le projet Manhattan aux États-Unis, Hanford et Oak Ridge, une enquête est décidée 25-30 ans après pour voir s'il y a des problèmes de cancer. Et cette enquête est demandée par les autorités nucléaires au principal épidémiologiste qui travaille sur les cancers professionnels, un des premiers aux États-Unis. Il s'appelle Thomas Mancuso. Il fait un travail tout à fait remarquable de suivi de tous ces travailleurs qui ont commencé, en fait, c'est les premiers travailleurs du nucléaire, dans ces deux sites nucléaires du projet Manhattan. Et en mars 1975, des résultats commencent à apparaître. Évidemment, il présente ces résultats d'abord dans des circuits scientifiques. Il a le réflexe d'alerter très rapidement des collègues en Angleterre. Et à ce moment-là, les autorités nucléaires des États-Unis lui intiment l'ordre de ne pas publier ces résultats et mettre fin à son contrat. Et que disent ces résultats ? Eh bien, ces résultats montrent que le risque de mourir de cancer chez ces travailleurs exposés aux radiations se révèle 10 fois plus élevé que ce que laissaient présager les normes en vigueur. Et pour bien empêcher Mancuso de continuer à travailler sur ce problème, l'autorité nucléaire lui confisque ses fichiers et apparemment un incendie qu'on ne voudrait pas dire volontaire, mais pourtant, montre que 8 classeurs de dossiers médicaux des travailleurs d'Oak Ridge sont brûlés. Et donc ça empêche évidemment tout suivi. Et à partir de là, il n'y a plus aucune information sur les effets sanitaires concernant les travailleurs. Mais ce qui se met en place dans à peu près tous les pays, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, en Belgique, en Allemagne, même en Suède, c'est la sous-traitance des travaux dangereux. C'est-à-dire que, en fait, l'organisation du travail nucléaire, pour ce qui concerne les centrales, je reviendrai après sur d'autres aspects du nucléaire, mais pour ce qui concerne le nucléaire civil, qui est la grande avancée des années 60, l'atome pour la paix, une drôle de paix quand même, hein, se met en place une double division du travail entre d'un côté les travailleurs statutaires du nucléaire qui vont uniquement avoir à préparer et contrôler les travaux. Et tout le travail, l'activité réelle de travail, est supportée
par des travailleurs qui travaillent pour des entreprises extérieures dans des conditions qui ne sont plus du tout les mêmes. Ils ne sont pas admis dans les statuts parce que les travailleurs du nucléaire, notamment en France, c'est un statut extrêmement favorable par rapport à d'autres catégories de travailleurs. Et en tout cas par rapport aux catégories de travailleurs sous-traitants qui font donc le travail concret, notamment de maintenance des centrales. Et cette division du travail entre les travailleurs statutaires et les non statutaires est également accompagnée d'une autre division du travail interne à la sous-traitance entre ceux qui ont des tâches très importantes pour la sûreté. Et là, ils ont un travail relativement, je dirais, la radioactivité est relativement contrôlée. Ils sont plutôt moins exposés, enfin, dans la graduation, ils sont à un niveau intermédiaire entre les agents statutaires de l'industrie nucléaire et puis ceux, donc, dernière catégorie, ceux qui vont faire les activités qu'on dit faiblement qualifiées. Moi, je dirais que c'est du travail très qualifié, mais très sous-estimé dans sa qualification. C'est le travail de décontamination, de nettoyage, de manutention, de calorifugage, de robinetterie, de tri des déchets. Tous ces travaux, en fait, comme le résument les travailleurs eux-mêmes, c'est prendre de la dose pour que d'autres n'en prennent pas. Et on voit à ce moment-là se développer en parallèle une très forte précarisation de ces travailleurs qui sont soit des travailleurs sur des contrats très courts pour certaines tâches très coûteuses en dose, soit des travailleurs qui vont être extrêmement mobiles et qui vont alterner des périodes où ils sont employés dans le nucléaire et des périodes où ils sortent du nucléaire parce qu'ils ont atteint la limite de dose. Et au fil du temps, cette division, cette double division du travail se perpétue avec des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles parce que là comme ailleurs on veut faire des économies et donc il y a les temps de maintenance sont de plus en plus courts, obligeant les travailleurs à travailler dans des conditions très pénibles au niveau conditions temporelles mais aussi au niveau des conditions d'exposition. On n'a pas de chiffres, on sait qu'en France, bon an mal an, on a entre 25 000 et 35 000, et la fourchette est large, travailleurs qui travaillent dans la maintenance des centrales nucléaires. Alors, il faut considérer que cette organisation, on la retrouve dans les gestions post-accidentelles. Si on prend Tchernobyl, entre 800 000 et 1 million de soldats, ouvriers, pompiers ont été appelés pour travailler sur le toit du réacteur 4. Ils sont appelés les liquidateurs, d'un drôle de nom quand même. Et pour en fait protéger l'Europe de la destruction, puisque c'est la construction du sarcophage, et que la plupart sont morts ou sont tombés malades dans les années qui ont suivi. Et toutes les autorités sanitaires, que ce soit l'AIEA, l'UNSCER, l'OMS, les ont exclus de leurs statistiques des conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. Les chiffres qu'on a, c'est ce livre qui est une publication, enfin traduite en français, des conséquences sanitaires de Tchernobyl. Il faut aussi évoquer, toujours dans le nucléaire civil, tous les travailleurs qui travaillent en amont du cycle nucléaire, c'est-à-dire les mineurs. Et si je prends simplement la situation de la France, où la France trouve-t-elle l'uranium? Elle en a trouvé un petit peu en France, et les conditions de travail et la manière dont a été gérée
les suites de l'exploitation minière sont en France absolument catastrophiques. Donc les mineurs ont été atteints de maladies radio-induites sans qu'il y ait un vrai bilan qui ait été fait. Mais les mineurs beaucoup plus invisibles encore, c'est ceux qui sont dans les pays que la France avait colonisés et qui se retrouvent soumis à une gestion coloniale puis postcoloniale en Afrique avec le Madagascar, le Gabon, le Niger. Et on sait que non seulement il y a des répercussions sanitaires très fortes pour les mineurs eux-mêmes, mais pour les villages autour des exploitations minières dans ces pays-là, puisque là, il n'y a eu aucune précaution de prise par rapport aux conditions pour extraire l'uranium. Toujours en amont du cycle nucléaire, c'est-à-dire avant de mettre le combustible dans les centrales, il y a ceux qui préparent le combustible. Et là encore, on est dans en France, nous avons plusieurs usines, dont l'usine Comurex à Narbonne, qui est une filiale d'Areva et qui recrute des sous-traitants pour faire le travail sous irradiation dans ces usines pour la préparation du combustible. Ensuite, on a tout le problème du transport. Et les travailleurs du transport, ils sont totalement invisibles et bien souvent non contrôlés, même quand ils sont exposés. Et puis, il y a tout le problème des travailleurs qui travaillent sur la gestion des déchets. Et ceux-là, pareil, il n'y a aucun chiffre, aucune visibilité. Il a fallu attendre pratiquement le début des années 2000, donc 30 ans après l'enquête de Mancuso, pour obtenir une étude internationale. En fait, il y a eu une étude internationale de la mortalité par cancer chez les seuls travailleurs statutaires du nucléaire civil. C'est-à-dire que ce qu'on sait, on le sait uniquement par rapport aux statutaires. Ont été exclus de cette étude les liquidateurs, les mineurs, la gestion des déchets, les transporteurs, mais aussi tout ce qui concerne le nucléaire militaire. Et là, je ne reviendrai pas sur le nucléaire militaire, on sait, avec tous les essais nucléaires qu'il y a eu, de la part des Français et des Américains notamment, qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes de ces essais. Donc une étude extrêmement restreinte sur une population de travailleurs très peu exposée. Et je pense que, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais de la part des industriels du nucléaire et des États nucléarisés qui ont financé cette étude, ils pouvaient espérer, entre guillemets, qu'il n'y aurait pas de résultats significatifs en ne prenant que ces population de travailleurs très peu exposés. Et le résultat est accablant, puisque avec une exposition externe à très faible dose, sur la durée de la vie professionnelle, c'est-à-dire sur 30 ans, une dose qui est inférieure à la dose recommandée par la Commission internationale de radioprotection pour une année, c'est-à-dire 20 millisieverts, donc pour une exposition cumulée à 19,4 millisieverts, les résultats de cette étude montrent des décès par cancer 2 à 3 fois plus élevés que ce qui était attendu. Donc, non seulement ça prouve quelque chose qu'on sait depuis longtemps, la relation entre radioactivité et cancer, mais ça prouve surtout qu'il y a un continent de travailleurs invisibles et dont les maladies radio-induites ne sont absolument pas prises en compte. Alors pour terminer, je m'adresse à tous ceux et celles qui participent à cette première rencontre internationale qui est une formidable initiative des militants japonais et que je tiens à remercier ici. Et c'est une opportunité pour nous
de briser l'invisibilité de ces travailleurs du nucléaire, de leurs conditions de travail, des maux dont ils souffrent et dont ils meurent. Et notre objectif premier, dans le mouvement pour la justice pour ces travailleurs du nucléaire, c'est de briser l'invisibilité qui les entoure. Et puis, il y a un deuxième objectif qui est indissociable du premier, c'est de rétablir un accès au droit à la santé, au droit à la dignité, au droit à la justice. Et je crois que le Forum social international pourrait se mobiliser pour que soit brisée l'impunité des responsables de cette catastrophe nucléaire planétaire qui atteint en premier lieu les travailleurs. Et que soit enfin brisée cette impunité, que les responsables industriels et politiques de cette catastrophe aient à répondre de ce qui est un crime devant un tribunal pénal au niveau national et au niveau international. Je vous remercie.